En vrai de vrai, tu partages quelque chose, tu dis qu'on peut devenir millionnaire en 1 an en patrimoine. Millionnaire immobilier, ouais. Ouais, Après, millionnaire immobilier, patrimoine global, ouais. patrimoine global. Mm. Et comment tu t'y prends pour pouvoir générer 1 200 000 € d'immobilier en patrimoine? Ok. Déjà, la première chose, c'est le mental. On en a parlé, on en parle souvent ensemble. C'est pourquoi tu veux devenir millionnaire immobilier, ton why. Si voilà, c'est un why puissant et fort comme ça a pu l'être pour moi-même, suite à une maladie, j'ai dit stop au salariat parce que pour moi, c'était le salariat le nœud de tous mes problèmes. Alors que je venais d'être papa, ma fille tombe malade, je fais un burn-out à cause du salariat, parce que je me mettais la pression, et le fait d'avoir une seule source de revenus. J'ai compris que il fallait que je me crée des actifs à mon service et pas l'inverse. Donc la question, comment faire pour aller vite? C'est ça, Axel. Oui, mais après, pas faire d'erreurs non plus. Si c'est pour Bien aller sûr, vite et faire des erreurs, ça vaut pas le coup. bien sûr. Mais le faire plutôt correctement, je dirais. Pas vite, mais plutôt correctement. D'accord. En fait, ce que j'évaluerais chez toi, c'est déjà tes connaissances dans le bâtiment. Est-ce que tu t'y connais? Lors d'une visite, il y a différents points à vérifier sur place. Moi, je vais voilà jusqu'à dans les combles, vérifier l'humidité. Il y a ce qu'on appelle des remontées capillaires. C'est des taches blanches sur les murs. Si tu en vois, c'est qu'il y a de l'humidité. Ça se traite aussi. Mais en fait, lors de la visite, on va aller capter tout ce qu'il y a de négatif. Tu vas mettre tes émotions de côté. Tu vas te dire, le but, c'est que si je vois une tache, si je vois une charpente qui est un peu abîmée, il y a différentes charpentes. Il y a des résineux, des sapins. Il y a le chêne, ça craint moins. Bref, en fait, l'idée, c'est de connaître la structure du bâtiment pour pouvoir négocier grâce à ça. Beaucoup de gens aujourd'hui voient que l'enveloppe, mais ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu achètes un bien, on parle de plusieurs centaines, de dizaines de milliers d'euros, voire centaines. Si on se loupe sur le premier investissement, ça peut nous dégoûter et après, c'est terminé l'immobilier. Le plus important, c'est le premier investissement. Et ensuite, une fois qu'on a compris, on peut enchaîner plus facilement. Donc, si les fondations sont mauvaises, si le premier investissement est pourri, il va falloir reprendre les fondations ou démolir. Dans l'immobilier, quand on parle de démolition, c'est vendre, arbitrage, perdre de l'argent, perdre beaucoup d'argent. Du Donc, temps aussi. du temps, de l'énergie, des cheveux blancs, perdre ses cheveux. Donc, la première chose que j'évaluerais, c'est ta connaissance dans le bâtiment, pas l'immobilier, le bâtiment. Une fois que voilà, tu sauras quoi faire lors des visites, parce que tu verras, moi je me rappelle, au début, je visitais un peu tout et n'importe quoi, je posais des questions, je notais, je venais avec mon carnet, voilà, rigueur, discipline. Ensuite, on rentre chez soi, on pose nos calculs avec un logiciel Excel, notamment, ou aujourd'hui avec l'IA, on peut faire nos calculs de rentabilité assez rapidement. Ensuite, le nerf de la guerre, c'est voir l'enveloppe travaux, on va dire rafraîchissement, ça veut tout dire et rien dire, mais est-ce que c'est juste peinture, sol, cuisine, salle d'eau, ou est-ce que c'est mise à blanc et on repart sur une feuille blanche? Moi, personnellement, j'ai pas mal d'investissements où c'est une mise à blanc. Pourquoi? Parce que tu achètes moins cher. Dès qu'il y a moins de concurrence, c'est-à-dire moins de personnes qui veulent ce bien-là, tu es en position de force. Après, il y a le marché, offre et demande, les taux, il y a différentes choses qui rentrent dans la balance. Et donc, ça va te permettre de pouvoir négocier plus facilement. Après, il y a les techniques de négociation. Je vois malheureusement aujourd'hui beaucoup de gens dire oui, j'ai négocié. Et quand je leur pose la question comment tu as négocié, pas combien, comment, il faut une proposition et le vendeur dit tout de suite oui. Moi, ça m'est arrivé une fois, je suis pas allé au bout de la transaction. Pourquoi? Parce qu'en fait, je commence par une proposition agressive. Il faut que la négociation commence par un non. Si c'est oui tout de suite, soit j'aurais pu négocier plus, soit il y a un vice caché. OK? Ça arrive souvent, les vices cachés? Dans l'immobilier, oui. Des gens, ils ont mal acheté, humidité, mal isolé, ou le voisinage, ou nuisance sonore, ou peu importe quoi. Ils veulent s'en débarrasser, ils veulent pas perdre d'argent. Et après, toi, t'es le dindon de la farce, quoi. Après, dans les charpentes, des fois, tu t'achètes une charpente complètement dévorée par des capricornes, c'est des petits insectes qui pondent des œufs dans les charpents. Donc ça peut être vraiment problématique si ça touche la structure. L'humidité aussi, c'est un réel problème, déjà pour la santé, pour les murs, pour le placo, ça fait des taches, etc.
la toiture, quel type de tuiles, etc., etc. Non, il y a certaines choses à maîtriser, mais une fois qu'on maîtrise, quand on vient, on sait tout de suite à quoi on a affaire. C'est tout un ensemble en fait. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il y a différents postes à maîtriser. Donc le premier, on a parlé de bâtiment. Ensuite, on a parlé de négociation. Donc comment négocier? Ça commence par un non. Si c'est un oui tout de suite, c'est qu'on aurait pu négocier plus. Ensuite, moi, ma façon de faire, c'est de garder le vendeur dans le jeu. Et comment on garde le vendeur dans le jeu de la négociation? C'est en lui expliquant les choses. Même quand tu as besoin de demander un service à quelqu'un, si tu lui demandes le service sans lui dire pourquoi tu lui demandes le service, tu as moins de chances d'obtenir ce service. C'est psychologique, c'est humain. Juste, si tu négocies et que tu dis pourquoi tu négocies, j'ai vu une tâche. Je vais faire ce type de projet-là, donc j'aurai plus de travaux que la moyenne. Tu dis pas que tu fais les travaux toi-même ou que tu as des prix, etc. Tu fais comme si tu étais une personne lambda qui fait des prix normaux, mais toi, tu vas aller chercher la rentabilité avec des techniques que je pourrais te transmettre sur les travaux notamment pour essayer de gratter un maximum. Mais tu vas faire comme si tu étais une personne normale et que tu négocies normalement. En règle générale, le vendeur, il voit sa maison ou son appartement comme un château, toi tu le vois comme un manoir et l'agent immobilier le voit comme une maison lambda. Chacun a sa vision. Il suffit qu'il ait fait des travaux trop chers, il va vouloir répercuter ces travaux-là sur le prix de vente, mais c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Si tous les acquéreurs imputaient leurs travaux sur le prix de vente, aujourd'hui l'immobilier il aura explosé. Donc il y a plusieurs méthodes, plusieurs histoires immobilières. Chaque vendeur a ses raisons de vendre. Déjà, il va falloir savoir pourquoi il vend. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, surtout dans l'immobilier. Héritage, divorce, mutation. Quand tu entends ce genre d'histoire immobilière, c'est ouvert à la négociation. Taudis, je ne sais pas si j'ai encore les photos de l'appartement que j'ai acheté 13 800 €, porte défoncée, fenêtre cassée, j'ai levé le lino, j'ai vu du beau parquet, j'ai vu une hauteur sous plafond, ça me suffisait. Donc négociation, et j'ai négocié différemment. Même la vendeuse qui était agent immobilière m'a dit j'ai jamais vu ça. Je lui ai fait un courrier à la main, écrit sur du papier un peu stylé, je ne sais pas si j'ai encore la photo. Je lui ai envoyé directement chez elle et en expliquant pourquoi je négociais. Et juste pour ça, elle a trouvé ça génial et elle m'a choisi moi. Donc c'est premier arrivé, premier servi après la négociation, bien sûr. Donc c'est tout un ensemble. Ensuite, négocier. Ensuite, une fois qu'on a l'offre acceptée, on passe à l'étape d'après, signature du compromis. Donc là, on va voir soit si c'est avec une agence immobilière qui a la capacité de faire les compromis en interne, on signe le compromis avec l'agence immobilière ou avec le notaire. Ensuite, on a un délai pour aller chercher le financement. Donc là, on fait ce qu'on appelle du ping-pong. On va voir d'abord sa banque. Sa banque fournit une simulation. Des fois, elle ne la fournit pas, elle donne juste un taux qui ne veut rien dire. Donc, vous demandez cette simulation-là. Vous allez voir une autre banque. Elle va s'aligner en règle générale ou proposer moins parce qu'en fait, les banques, quand vous arrivez et que vous êtes nouveau client, elles ont des offres supérieures à votre banque personnelle. Donc, elle va vous proposer mieux. Et là, vous allez revoir votre banque. Vous lui dites, bah, écoutez, il m'a proposé ce taux-là. Qu'est-ce que tu proposes? Donc, ils vont s'aligner. Et après, vous faites votre choix. Et il y a autre chose qui est hyper important, c'est l'assurance emprunteur. Donc, souvent, les banques communiquent sur ce qu'on appelle le taux nominal. Vous n'allez pas regarder le taux nominal, vous allez regarder le TAEG, taux annuel effectif global. Ça comprend tous les frais. Frais de dossier, frais d'assurance, donc assurance emprunteur, frais de garantie. Tout sera réuni autour d'un pourcentage. Et c'est ce pourcentage-là que vous allez comparer avec les banques. Et dedans, vous allez voir aussi le prix de l'assurance. Donc l'assurance, après l'obtention du crédit, sachez-le, vous pouvez changer à tout moment maintenant. Avec la loi Lemoine, vous négociez au début le taux nominal et l'assurance, c'est changeant. Vous pourrez la renégocier plus tard. Donc, négociation, obtention du crédit intelligemment. S'il y a des travaux, faire avec un différé de paiement le plus long possible. C'est-à-dire que si vous arrivez à gratter 12 mois sans payer votre crédit,
au bout de 6 mois, vous avez fini votre rénovation, vous avez 6 mois de trésorerie qui va rentrer, de loyer. Donc ça, vous allez mettre de côté en cas de coup dur. Moi, personnellement, pour pouvoir enchaîner, pendant que j'étais déjà en train de faire un investissement, je continuais à visiter, je continue toujours à visiter jusqu'à trouver la pépite. J'avais déjà signé pour 2 autres appartements pendant que je finissais les travaux du premier, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est tant que la banque vous dit oui, vous enchaînez. Si vous avez cette capacité à être entouré et pas seul et que vous pouvez enchaîner 2 investissements simultanément, faites-le intelligemment, bien sûr, avec les principes que je viens de vous citer. Un projet A avec une banque B, un projet B avec une banque B. On peut faire 2 projets simultanément. Bien sûr, il ne faut pas prendre 2 banques du même groupe, par exemple, Caisse d'épargne et Banque Populaire. Au-dessus, c'est le même groupe, donc ils vont avoir accès aux données. Vous prenez une autre banque, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, ou une autre banque avec 2 projets simultanément, si vraiment vous voulez aller très très vite. Donc il y a cette possibilité-là. D'autres disent non, c'est borderline. C'est pas du tout borderline. Voilà. Sachez que le banquier, si vous y allez en nom propre, il va miser sur vous en tant que personne. Quand je dis ça, il regarde dans un premier temps votre espérance de vie. En tant qu'homme, on vit en moyenne un peu moins de 80 ans, les femmes 85 ans. Il va regarder ton âge à l'instant T, 25 ans, admettons, tu auras une note 5 sur 5. Donc il va se dire, lui, il est en capacité de rembourser. Ensuite, il va regarder le projet, comment tu lui présentes le projet, comment tu es habillé, c'est important aussi. Un jour, j'essaierai de faire venir un banquier ou un ancien banquier pour qu'il nous explique les coulisses, mais c'est réel. Et ensuite, quelle contrepartie tu vas lui proposer? La domiciliation bancaire, c'est le minimum en règle générale, au moins avoir un compte courant avec lui. Et après, selon s'il continue à te financer, tu redonnes d'autres, j'appelle ça des croquettes, l'assurance du bâtiment, l'assurance emprunteur, tu peux la laisser, même mon banquier me disait, mais pourquoi tu la prends pas ailleurs? Je dis, tant que tu me finances, je garde chez toi. Tu vois, je peux te donner un peu plus, ça me dérange pas, je vais gagner beaucoup plus à côté. Ensuite, ça peut être l'assurance multirisque professionnelle, ça peut être une épargne, un compte titre, un PEA. En fait, plus il te finance, plus tu commences à mettre les œufs dans le même panier, même si moi j'ai 3 banques. Petit à petit, tu lui donnes un peu plus, comme ça, il est gagnant, il atteint ses objectifs, et toi aussi, en parallèle, tu atteins tes objectifs qui, je pense, sont bien plus supérieurs aux banquiers, parce que tu t'enrichis bien plus. À chaud comme ça, comment se générer un patrimoine de plus d'1 million d'euros en peu de temps? C'est vraiment focus, enchaîner. Bien sûr, je l'ai pas dit, c'est d'assainir sa situation. Si tu as des dépenses inutiles type abonnement où tu utilises très peu, voire plus du tout, FIFA, si tu joues à la console, mets un peu de côté le temps de... Même vends-la, moi c'est ce que j'avais fait, j'avais vendu, j'ai dit je reviendrai quand je serai à l'aise. Et une fois que tu as tes revenus passifs et que tu es à l'aise, là tu peux reprendre tes distractions. Voilà, donc assainir, mettre de côté certaines choses, donc des sacrifices, comprendre, passer à l'action, visiter, en moyenne 10 visites pour trouver la pépite, négocier, financer intelligemment, faire les travaux intelligemment, et ensuite exploiter intelligemment, que ce soit de la location courte durée, la longue durée, la moyenne durée, le faire intelligemment. Beaucoup tombent dans l'erreur de dire je vais proposer le loyer le plus faible du marché pour que mon locataire reste. Erreur. Tu as apporté de la valeur, tu as fait des travaux sympathiques, tu fais le loyer du marché. C'est pas toi qui décide, c'est le marché qui décide. Il y a de la demande, il y a très peu d'offres, c'est pas ton problème. Moi, je suis tombé souvent dans le piège de vouloir faire du social. Ça, c'est un devoir, ce qu'on appelle un devoir régalien de l'État. C'est pas à nous de le faire. Nous, on est investisseurs, entrepreneurs. On veut se libérer financièrement, personnellement, géographiquement. Derrière, quand on commence à rentrer dans le système, ceci, cela, on peut tomber dans des pièges, syndrome de l'imposteur. Mais est-ce que je fais, c'est légitime? Voilà, je suis passé par là, je te préviens. Tu peux tomber dans certains pièges à vouloir changer le monde. Déjà, change-toi, toi. Et dès que tu te changeras toi-même, tu rayonneras
sur les autres et tu pourras aider les autres et faire ce qu'on appelle de la philanthropie.